France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ici l'Europe. Cette semaine en Europe, nous l'abordons du point de vue de la péninsule ibérique et de l'Espagne plus particulièrement, qui sera peut-être bientôt le dernier grand pays européen social-démocrate. Et à ce titre, a des politiques très différentes sur les questions de migration, mais aussi sur le Proche et Moyen-Orient. Nous allons en parler tout de suite avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares. Merci d'être avec nous. Alors, l'Espagne, 49 millions d'habitants, un grand pays européen avec des positions singulières sur plusieurs dossiers. Alors on commence par un dossier qui divise particulièrement les Européens en ce moment, les accords entre l'Union européenne et le Mercosur. On comprend que vous avez des liens bien sûr historiques forts, vous les Espagnols, avec l'Amérique latine. Mais pourquoi jugez-vous que ce traité de libre-échange signé par la présidente Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, est si indispensable ? Tout d'abord, je ne trouve pas que ça divise les Européens. Une large majorité des pays européens, nous sommes en faveur, et même très en faveur du Mercosur, qui va donner lieu au plus grand marché de libre-échange sur la planète. 700 millions de personnes vont bénéficier. C'est mutuellement bénéfique pour l'Amérique latine et pour l'Europe. Mais pour nous, les Européens, les bénéfices sont beaucoup plus larges que les inconvénients qui peuvent être très facilement nuancés par des mesures que la Commission elle-même peut prendre. Mais ce qui est très important, c'est qu'en ce moment où il y a la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, où nous avons besoin d'amis, de partenaires, d'alliés dans le monde, l'Amérique latine est la région la plus eurocompatible de la planète. Donc, géostratégiquement, vous dites c'est pour des raisons géopolitiques aussi. Pour des raisons géopolitiques. Parce que pour nous, les Européens, le Mercosur est seulement un accord commercial. Mais pour l'Amérique latine, c'est un accord commercial, bien sûr, mais surtout, c'est le signe de l'engagement politique que l'Europe veut donner à l'Amérique latine. Et je vous dis, l'Amérique latine aujourd'hui, il a d'autres partenaires, avec d'autres agendas. Et si la Chine en particulier. Et si on ne les tend pas la main, ils vont se retourner vers d'autres partenaires. Alors, l'accord permet à l'Union européenne d'exporter plus facilement ses voitures, ses machines, ses produits pharmaceutiques, ce qui intéresse beaucoup les Allemands d'ailleurs. Il permet aux pays sud-américains d'écouler de la viande, du sucre, du riz, du miel, du soja. Mais que répondez-vous aux nombreuses ONG estimant que les normes environnementales de ces pays sont plus faibles et que tout cela se fait au prix d'une accélération de la déforestation en Amazonie ? Qu'il y a eu déjà des mesures qui sont installées dans les traités du Mercosur pour être sûr que les accords de Paris, que la biodiversité vont être mieux respectés par nos amis de l'Amérique latine. Mais le président Macron dit le contraire et s'en inquiète. En dehors du Mercosur, s'ils vont dans d'autres pays qui n'attendent que ça, là, il n'aura pas certainement le respect des clauses qui sont dans les traités du Mercosur. Alors, si ce qui nous inquiète, c'est la biodiversité, l'environnement, l'Amérique latine est mieux avec nous, mais avec d'autres pays qui ne posent pas de questions et n'ont pas un agenda vert. Votre pays, l'Espagne, qui vient de subir les effets du réchauffement avec de grandes inondations dans la région de Valence. Votre Premier ministre Pedro Sánchez a pâti d'une polémique déclenchée sur ces terribles inondations. Et d'ailleurs, il y a eu aussi des difficultés pour la future commissaire en charge du climat, Teresa Ribera, qui a été un peu chahutée lors de ses auditions sur le thème de la responsabilité. Vous répondez quoi ? Écoutez, je trouve assez lamentable que les partis populaires espagnols essayent de prendre de la désinformation et des débats qui doivent avoir lieu à l'intérieur du Parlement espagnol, qu'ils essayent de les exporter vers les parlements européens. Et je regrette très profondément, comme ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Union européenne de l'Espagne, mais aussi comme citoyen espagnol, que les partis populaires espagnols, pour la première fois, aient voté non seulement
contre la commissaire espagnole qui va être vice-présidente première. Jamais l'Espagne a eu un poste de cette taille en Europe, mais contre la Commission tout entière à un moment donné où l'Europe a besoin d'une Commission forte, active, et qui va faire entendre sa voix dans le monde. Pedro Sánchez, votre Premier ministre socialiste, il a été reconduit d'ailleurs à la tête du parti. Il est quand même affaibli du fait que son gouvernement, qui est formé, donc, on le disait, du Parti socialiste espagnol et de la gauche radicale Sumar, ne dispose pas d'une majorité absolue au Parlement, où il dépend du soutien de petits partis indépendantistes basques et catalans. Et puis, le pays a déjà tourné une année sans loi de finances. Alors nous, ça nous inquiète beaucoup, cette situation en France. Mais vous avez l'air de vous en satisfaire? Écoutez, depuis le début, on a été un gouvernement minoritaire avec des appuis parlementaires, par contre, très très forts. Et les Espagnols, chaque fois qu'on les a appelés à voter, ils ont renouvelé la confiance dans le gouvernement actuel et dans Pedro Sánchez comme président. Pourquoi? Parce que les résultats sont là. Nous sommes les pays de l'Europe dont la croissance est la plus grande. On est les pays de l'Europe qui est en train de créer plus d'emplois en ce moment et on a prouvé qu'on peut arrêter l'extrême droite, la coalition d'extrême droite et droite. Et c'est ça qui est notre grande force. Et la situation en France, elle vous inquiète pour la zone euro? Parce que la France, avec ses déficits très excessifs... Écoutez, la France est un grand pays qui a des institutions démocratiques et je suis sûr que la France, un pays que je connais très bien et que j'aime beaucoup d'ailleurs, va être capable de surmonter n'importe quelle difficulté et l'Espagne sera à ses côtés pour l'aider. Le gouvernement espagnol vient d'adopter une réforme avec pour objectif de régulariser 900 000 étrangers sans papier d'ici 3 ans. Une politique qui répond à toutes sortes de besoins économiques. L'Espagne espère ainsi compenser le manque de main-d'œuvre et le déficit démographique. Un reportage tout de suite d'Armel Esposito. Accélérer l'obtention des titres de séjour, c'est l'une des mesures phares de la réforme sur l'immigration que vient d'adopter le gouvernement espagnol. Elle devrait permettre de régulariser 300 000 migrants par an au cours des 3 prochaines années. Une politique d'accueil destinée à soulager plusieurs secteurs économiques, comme celui de l'hôtellerie. Comme plus de 60% des restaurateurs espagnols, Fran a du mal à recruter. Parfois, jusqu'à 5 personnes par jour viennent me demander du travail. Et elles sont très compétentes. J'ai besoin de personnel, mais elles n'ont pas de papier et ne peuvent pas travailler. J'espère que cette réforme va équilibrer l'offre et la demande et que tout ira mieux. Pour la ministre à l'origine de cette réforme, ce texte garantira aussi de meilleurs droits aux migrants. Nous sommes conscients de l'importance des liens familiaux et nous avons pour cela assoupli le regroupement familial. Nous avons de la mémoire. L'Espagne, il y a des décennies, a été un pays d'émigrés. Aujourd'hui, c'est un pays d'opportunités. Depuis janvier dernier, plus de 56 000 personnes sont entrées illégalement dans le pays, soit 13% de plus que l'an dernier. L'Espagne se singularise en Europe sur la question migratoire. Après le renversement de Bachar el-Assad, l'Autriche a annoncé l'expulsion de réfugiés syriens, l'Allemagne le gel de la procédure d'asile pour les Syriens, suivi par une dizaine d'autres pays. Alors, José Manuel Alvarez, vous êtes un peu à contre-courant de l'Union européenne sur ces questions migratoires. Écoutez, on connaît très très bien les phénomènes migratoires, puisqu'on est les seuls pays en Europe qui ont partie de son territoire en Afrique et qui on est ce qu'on appelle dans le jargon de Bruxelles un état de première entrée. On est juste là avec l'Afrique qui sont nos voisins. L'Afrique est le continent du futur et c'est pour ça que nous avons fait ces stratégies. Et concernant la migration, nous voulons une migration maîtrisée, sûre, ordonnée, avec nos frontières bien contrôlées. Mais en même temps, on veut aussi une migration humaine qui respecte les droits de l'homme. Et on ne veut pas des mensonges aux citoyens et on ne veut pas des amalgames. L'immigration irrégulière est un tout petit pourcentage de tous les mouvements migratoires. La plupart des mouvements migratoires en Espagne, en Europe et dans le monde se font de façon régulière. Et ça fait des années que nous travaillons avec nos partenaires et nous avons des partenaires vraiment des choix. Le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, dans l'Afrique occidentale, sur 3 piliers. Un dialogue politique à très haut niveau. Une forte politique de développement pour ces pays pour pouvoir proposer sur place à la jeunesse africaine qui ne fait que s'accroître
des formations et des postes de travail sur place sans devoir se déplacer. On a multiplié par 3 notre coopération au développement avec l'Afrique occidentale et finalement une lutte très efficace contre les mafias qui trafiquent avec des êtres humains. Il ne faut pas oublier que la meilleure façon de décourager l'immigration irrégulière, c'est de proposer des filières d'immigration légale. Et il ne faut pas mentir aux citoyens. Les problèmes qui sont conjoncturels ont une solution. Les problèmes qui sont structurels se gèrent. Et tant que la frontière entre l'Afrique et l'Europe est la frontière la plus inégale de la planète, peu importe quelle donnée on prend, il aura cette migration. Par conséquent, il faut la gérer. Et celui qui dit qu'il y a la solution magique est en train de mentir aux citoyens. José Manuel Alvarez, vous êtes le chef de la diplomatie espagnole. La chute de Bachar el-Assad vous réjouit sûrement. Mais est-ce que l'Europe y a suffisamment contribué? Est-ce qu'on n'a pas fermé les yeux pendant 10 ans sur ses exactions envers son peuple? Écoutez, c'est toujours une bonne nouvelle quand on voit qu'une dictature tombe. L'Espagne a souffert d'une dictature pendant 40 ans. On est très très bien placé pour le savoir. Il faut vraiment regarder sur leur première action les nouveaux gouvernements de facto, qu'est-ce qui va se passer. Et il faut agir sur 3 plans. Tout d'abord, ce mouvement qui pour le moment est un mouvement militaire, même s'il n'y a pas vraiment de combats, se transforme très vite dans un mouvement politique. Tout ce qui doit se passer en Syrie doit être pacifique. Deuxièmement, nous devons nous assurer que le futur de la Syrie sera un futur pluriel. Comme est la société syrienne, qui est plurielle avec différentes religions, différents peuples, ils doivent tous être accueillis dans la future Syrie. Et finalement, nous devons garantir l'intégrité territoriale de la Syrie. Il ne doit pas y avoir des parties de la Syrie qui restent entre les mains des différents groupes. Il faut que la Syrie devienne une source de stabilité pour le Moyen-Orient et pas d'une instabilité qui a déjà le Moyen-Orient assez. Voilà, sur le chapitre du Moyen-Orient, d'ailleurs, la position de l'Espagne est aussi très particulière. Les relations avec Israël se sont beaucoup dégradées en mai dernier, lorsque vous-même, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège avaient reconnu l'État palestinien sur initiative d'ailleurs de Madrid, qui a appelé d'ailleurs à ne plus livrer d'armes à Israël. Benjamin Netanyahou a été inculpé par la Cour pénale internationale. La France estime qu'il jouit d'une certaine immunité. Et vous ? Écoutez, notre position est la position partagée de la plupart de la communauté internationale. Nous sommes 145 pays à avoir reconnu l'État de Palestine. 11 pays de l'Europe à la liste que vous indiquez, c'est ajouté aussi l'Eslovénie. On l'a fait par justice envers les peuples palestiniens qui ne doivent pas être condamnés à être éternellement un peuple de réfugiés, et aussi en pensant à la sécurité d'Israël. Seulement un État palestinien vivant en voisinage avec l'État d'Israël peut garantir mutuellement prospérité et sécurité à tous les deux. L'Espagne est un pays fondateur de la Cour pénale internationale, un des pays qui a rédigé le statut de Rome, et nous, évidemment, nous suivrons toutes les obligations que cet statut nous impose. Une guerre plus proche de nous encore du côté de l'Ukraine. La grande crainte, c'est évidemment le fameux plan de paix express de Donald Trump pour, sur le plan militaire, peut-être se désengager, en tout cas moins contribuer à l'OTAN. Les 27 s'étaient donné d'ailleurs pour objectif 2% du PIB investi dans la défense. En Espagne, c'est 1,3%. Est-ce que vous comptez le rattraper? Évidemment, on a dit qu'on sera en 2029 dans les 2%, et année après année, on chemine vers cet objectif politique. Il ne faut pas seulement voir les financements, il faut aussi voir les déploiements de forces et les capacités. L'Espagne dépense plus de 20% de son budget militaire dans les grands équipements, qui est aussi un engagement à l'intérieur de l'OTAN. Et nos forces sont aujourd'hui déployées dans les pays baltiques, en Roumanie, en Slovaquie. Ils sont dans la mer Noire. Nous sommes aussi présents en Irak et dans d'autres scénarios sous les drapeaux de l'OTAN. Ce qui est en train de se jouer en Ukraine, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, qui est déjà énorme. Mais au-delà, c'est aussi les principes les plus fondamentaux de la Charte des Nations Unies. L'égalité souveraine des États,
les refus de la guerre comme façon de résoudre les différends entre les États. L'Europe est une construction de paix pour la paix. Tout ça est en jeu. Si la Russie gagne cette guerre d'agression, les mondes de l'Europe seront moins sûrs demain. Et concernant les futurs en paix, je suis sûr qu'un jour la paix reviendra en Ukraine. Seule l'Ukraine peut vraiment parler dans son nom de qu'est-ce qu'ils veulent faire pour la paix, pour une possible négociation. Si un jour cette idée est sur la table, aujourd'hui elle ne l'est pas. Et deuxièmement, l'Europe a beaucoup aidé l'Ukraine. Rien sur l'Ukraine sans Ukraine et sans la voix de l'Union européenne. Alors, des élections, il n'empêche, faussées par la propagande russe en Roumanie, avec annulation d'ailleurs des élections présidentielles, et puis en Géorgie, avec des manifestations non-stop. Est-ce que l'Union européenne se donne les moyens de défendre les démocraties? Écoutez, les plus gros dangers, et je les crois fermement, de nos démocraties aujourd'hui, c'est la désinformation. Les réseaux sociaux, les journaux digitaux, n'importe qui peut écrire n'importe quoi, les fake news, la désinformation qui pullule tous les jours et qui arrive à tous nos citoyens sans aucun filtre, est les vrais dangers de nos démocraties. Toute cette désinformation, elle est là pour diviser nos citoyens, pour diviser nos sociétés et diviser nos démocraties. On voit en Géorgie, on voit en Roumanie, toutes ces allégations. Nous suivons de très près les deux situations. Nous souhaitons que la Géorgie revienne sur le chemin européen vers l'Europe où nous l'attendons un jour. Et la Roumanie, qui est un pays latin, un pays ami de l'Espagne, un pays essentiel pour l'Union européenne, évidemment, nous sommes très solidaires du peuple roumain. Seuls les Roumains doivent décider sur leur futur et nous devons tous empêcher les ingérences dans les élections à l'intérieur de l'Union européenne. José Manuel Albares, merci de cet entretien. Merci à vous. À suivre notre débat. La Commission européenne von der Leyen II s'apprête-t-elle à poursuivre les ambitions environnementales du Pacte vert ou à y renoncer? On se retrouve au Parlement européen tout de suite pour en parler. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, alors que la nouvelle Commission européenne d'Ursula von der Leyen entre en fonction après avoir été validée par les eurodéputés. La Commission a dévoilé son plan pour ses 100 premiers jours avec deux priorités. D'abord, un pacte pour une industrie propre et puis la simplification administrative. Alors, qu'en est-il des ambitions environnementales de cet exécutif européen qui penche plus que jamais à droite? Le pacte vert, initié il y a 5 ans par la présidente de la Commission européenne pour atteindre la neutralité carbone en 2050, va-t-il être poursuivi ou détricoté? Ursula von der Leyen assure qu'il ne sera pas détricoté. On l'écoute. Nous devons rester dans la course pour atteindre les objectifs du Pacte vert européen. Mais pour réussir cette transition, nous devons être plus agiles, mieux accompagner les entreprises et les citoyens. Nous avons besoin de nous appuyer sur nos forces, notre industrie, notre innovation, nos travailleurs. C'est pourquoi nous allons mettre en place la loi sur l'industrie propre dans les 100 premiers jours de ce mandat. Alors, il existe néanmoins des craintes sur l'avenir du pacte vert, alors qu'au Parlement, le Parti populaire européen, le grand parti de droite, où siège d'ailleurs Ursula von der Leyen, joue sur plusieurs tableaux. Officiellement, il forme une majorité avec des sociaux-démocrates et les centristes, mais il vote aussi parfois avec l'extrême droite pour s'opposer à certains textes de ce fameux pacte vert. Très récemment, cette majorité alternative a tenté de vider de sa substance un texte crucial pour lutter contre la déforestation importée, repoussée finalement d'1 an. Alors pour en débattre aujourd'hui, 2 eurodéputés sont en notre compagnie. Merci d'être avec nous, Laetitia Moratti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée italienne, membre du Parti populaire européen et du Parti Forza Italia en Italie, très pro-industrie, dans la commission d'ailleurs du même nom, la commission industrie. Et puis avec nous aussi Christophe Clergeau, eurodéputé français, bonjour, du groupe des sociaux-démocrates et du Parti socialiste en France. Vous siégez, vous, dans la commission environnement. Christophe Clergeau, est-ce que vous êtes sûr que le pacte vert est encore la priorité de la Commission européenne d'Ursula von der Leyen? Moi, je vais être résolument optimiste et combatif.
Peut-être que la droite et l'extrême droite rêvent de reculer sur le pacte vert, mais comme Ursula von der Leyen s'engage à aller de l'avant, je veux la croire. Je vois d'ailleurs que dans le programme d'action, il y a des nouvelles initiatives, un pacte européen pour les océans, une grande stratégie pour l'eau en Europe. Donc il va falloir rentrer dans le concret. Les textes ont été adoptés, maintenant il faut les mettre en œuvre, adapter des modalités peut-être, reculer jamais. Il y a une urgence à agir, les 1,5 degrés. On y est déjà, on a perdu 68% de la biodiversité depuis 50 ans et les catastrophes naturelles, c'est déjà 250 milliards de coûts. Donc le coût de la non-action serait terrible. Nous n'avons pas d'autre choix, ni elle ni nous, que d'aller de l'avant. Alors précisons, Madame Moratti, qu'en fait le commissaire en charge, c'est le Français Stéphane Séjourné, qui travaille sur son pacte pour l'industrie propre, qui doit être présenté le 26 février. Alors est-ce qu'on s'en soucie plus d'ailleurs de l'industrie ou de l'écologie et du propre? Selon moi, il faut tenir un équilibre entre la durabilité environnementale, et c'est l'économique, la durabilité économique et sociale. Si on regarde le produit interne brut en Europe est tombé dans les derniers 50 ans de 20% à 15%, la Chine a augmenté de 7 à 19%. Si on regarde les premiers 50 industries au monde, il y en a 6 européennes, il y en a 13 chinoises et 20 américaines. Alors la compétitivité est un impératif, mais c'est un impératif pour soutenir notre système social. Parce que sans une croissance et sans la compétitivité, notre système social, qui est le meilleur au monde, ne va pas être soutenu. Christophe Clergeau, on voit bien que la compétitivité économique est la priorité de la droite européenne. Est-ce que vous ne craignez pas que cet objectif prime sur la transition écologique avec cette nouvelle formule d'industrie propre? Alors d'abord, moi, le propre, le clean, je ne sais pas ce que c'est. Le vert, le green, je sais. Ça veut dire changer les technologies, mais aussi changer de mode de vie, de manière de se déplacer, par exemple. Ensuite, on a un point commun, c'est qu'on veut défendre les emplois et la place de l'industrie. Mais l'industrie de demain, c'est celle qui sera verte. C'est celle qui, par exemple, produira des véhicules électriques. Et la question principale, ce ne sont pas les lois européennes, c'est l'absence de protection du marché européen face à la concurrence déloyale chinoise, et c'est l'absence de soutien aux citoyens européens pour acheter des voitures électriques fabriquées en Europe. Quand les gens n'ont pas d'argent pour acheter une voiture électrique trop chère, eh bien l'industrie européenne a des difficultés. Ce n'est pas le pacte vert qui met l'industrie en difficulté, c'est le libéralisme. Non, c'est pas comme ça. Parce que alors, si on regarde le pacte vert, je suis d'accord, il faut défendre l'emploi. Mais si on regarde le pacte vert va éliminer des emplois qui sont liés au secteur polluant. Alors, pour cela, il faut protéger maintenant, dans le processus de conversion, il faut protéger ces emplois. Je fais simplement quelques exemples. Dans le secteur de combustibles fossiles, les postes qui sont menacés sont 200 000. Si on regarde à l'industrie lourde, dans le secteur du ciment, ce sont 100 000. Dans le secteur de l'acier, ce sont 200 000. Dans le secteur des produits chimiques, ce sont 150 000. Et si on regarde à l'interdiction du moteur endothermique, alors là, on parle de 600 000 travailleurs qui sont menacés. Pour cela, ce qu'il faut, selon moi, et je respecte et je suis tout à fait d'accord que l'objectif ambitieux de la Commission est juste, mais c'est le processus de conversion qui doit avoir des temps différents pour permettre aux industries de se reconvertir. Là, on comprend bien que c'est un des textes qui est dans le viseur de la droite, c'est précisément l'interdiction de vente des véhicules thermiques neufs en 2035, peut-être avec l'ambition de repousser la date en disant que ça va poser des gros problèmes pour nos industries. Est-ce que ce texte et ses ambitions justement sur les véhicules électriques et sur le thermique va être poursuivi, ou est-ce qu'il y a un lobbying industriel trop fort? Mais les constructeurs automobiles, majoritairement, ne demandent pas le report de cette échéance. Ils demandent à être accompagnés pour accélérer et ils demandent à avoir des marchés. On peut repousser d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça ne changera rien aux emplois qui sont menacés. La question, c'est de faire en sorte qu'il y ait un marché européen
pour les industries propres européennes. Vous dites ça changera. Et juste un exemple, dans ma propre région, uniquement sur les énergies marines renouvelables, c'est 3000 emplois qui ont été créés. Donc on peut créer des emplois aussi avec les industries vertes si elles ne sont pas détruites par la concurrence chinoise, par le libre-échange que vous défendez. Laetitia Moratti, très concrètement, sur cette question de l'interdiction des véhicules thermiques neufs en 2035, est-ce qu'il faut reporter la date ? Selon moi, il faut voir quelles sont les conditions pour arriver à maintenir le target de 2035. Parce que si les conditions ne sont pas là, alors il faut avoir une autre date. Les conditions sont aussi les conditions d'une concurrence déloyale avec la Chine, parce que c'est la Chine qui produit les véhicules électriques, ce n'est pas l'Europe. Et la Chine a envahi l'Europe de ses produits électriques. L'Europe n'a pas une demande de véhicules électriques parce que les gens n'ont pas d'argent. Oui. Et ce n'est pas le seul problème qu'on a, parce que si on regarde à une autre directive, qui est la directive de l'efficacité énergétique des bâtiments, là aussi, on a de grands problèmes. Alors, c'est une conversion énergétique juste, mais c'est une conversion énergétique qui doit donner du temps aux industries et prévoir, et c'est ce que le PPE veut, une neutralité technologique. Parce que sans neutralité technologique, on ne va pas pouvoir aboutir à une véritable transition climatique, énergétique. Mais vous entendez quand même qu'on est en train de vouloir quand même reculer sur un certain nombre de textes. Ça a été le cas, Christophe Clergeau, sur la déforestation qui a imposé aux entreprises de prouver que les matières premières qui entraient dans la conception de leurs produits n'ont pas été cultivées sur des terres déboisées. Donc la déforestation à l'importation. Le chef de file du Parti populaire européen, Manfred Weber, a tenté de l'édulcorer, a réussi à le repousser avec l'appoint de voix de la droite plus extrême. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Tout le monde était d'accord pour reculer de 6 mois ou d'1 an parce que la Commission n'avait pas bien fait son travail et que les outils pour les entreprises n'étaient pas prêts. Mais le PPE, la droite, a utilisé cette opportunité pour essayer d'affaiblir le texte. Ça a été voté au Parlement, mais ça a été retoqué par le Conseil et donc le PPE a échoué. Donc on peut mettre en échec les tentatives de la droite de revenir en arrière. Et par rapport à ce que dit Mme Moratti, s'il faut soutenir les citoyens européens pour acheter des véhicules électriques ou pour rénover leur logement, eh bien, travaillons à cela ensemble. L'Europe peut aider les États, les collectivités locales, les citoyens à investir dans les nouveaux produits de la transition écologique. On a besoin d'un choc de demande pour que les industriels européens aient un débouché et d'un choc de protection pour lutter contre la concurrence déloyale. Alors, Laetitia Moratti, sur la déforestation, j'ai une question. Toujours est-il, alors même si le Conseil européen est revenu en arrière, mais au Parlement européen, la majorité du PPE, en tout cas le groupe du Parti populaire européen, essayait d'affaiblir ce texte avec les voix de l'extrême droite. C'est quoi? C'est une nouvelle majorité alternative anti-pacte vert? Non, ce n'est pas une nouvelle majorité. Et comme Parti populaire, on a nos idées. S'il y a des partis qui partagent nos idées, bon, on n'est pas contraire à ça. Mais on a nos idées et c'est sur nos idées qu'on construit nos politiques. Ça, Même si la majorité von der Leyen, qui a voté pour elle, donc est au centre, en fait, et entre vous, Renew et les socialistes et démocrates. Il y a une partie de la droite qui a voté pour la présidente von der Leyen. Alors ça, il faut l'accepter. Mais comme Parti populaire, on a nos idées et c'est sur nos idées qu'on construit nos politiques. Sur la déforestation, le thème, c'est juste, le texte de la Commission était un bon texte. Il pouvait être amélioré pour rendre plus possible le partage des agriculteurs européens avec les agriculteurs des pays tiers qui ont des difficultés. Parce que si vous parlez avec des agriculteurs en Éthiopie, en Ouganda, pour eux, être sûr de pouvoir cultiver dans des endroits qui ne sont pas des endroits pollués, c'est bien difficile. Hein? Alors, il faut donner du temps à ces agriculteurs. C'est la seule chose que le Parti populaire voulait. Bon, on n'a pas réussi, mais de toute façon, on avait soutenu le texte de la Commission. On pouvait l'améliorer. Bon, on ne l'a pas amélioré, mais... Ne me dites pas que les amendements du PPE visaient à défendre les intérêts
des agriculteurs africains, puisque vous êtes vous-même les premiers à réduire les crédits de l'aide au développement en Afrique et à faire en sorte qu'on ne fasse rien concrètement pour les accompagner. Ça visait à préserver les intérêts des très grands industriels forestiers mondiaux, par exemple au Brésil ou en Indonésie, qui exploitent les forêts. Et oui, le PPE joue avec l'extrême droite, le PPE s'y brûle les doigts. Alors. Et au début, le PPE joue en votant des amendements de l'extrême droite, et à la fin, le PPE perd, soit parce que le Conseil dit que ce n'est pas raisonnable, soit parce que les textes ne sont pas votés, parce que moi, à la fin, un texte dénaturé par la droite et l'extrême droite, je vote contre. Réponse, et à la fin, il n'y a Madame plus de loi. Moratti. Réponse. Madame Moratti. Je n'accepte pas ça parce qu'on a parlé avec des industries européennes et ce sont les industries européennes qui nous ont demandé de préserver ce problème avec les agriculteurs africains. On n'a pas parlé du Brésil ou d'autres pays, mais c'était des agriculteurs africains qui nous ont demandé ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une convergence de vues entre le PPE et les partis d'extrême droite au Parlement européen pour détricoter ce pacte vert? Alors, si vous revenez au pacte vert, on est absolument favorable au pacte vert. Ce qu'on veut, c'est avoir une transition qui soit une transition juste, une transition équilibrée, avec des ambitions, mais avec une réalité économique et sociale. Je regrette, mais lorsque vous dites que le pacte vert va créer des emplois, c'est vrai, mais il va créer des emplois. Pour l'instant, on est en train de perdre des emplois, des milliers et milliers d'emplois. Alors notre position, c'est simplement celle de protéger les droits des travailleurs européens, ceux qui perdent du travail. Si vous regardez Volkswagen, Michelin, Valeo, toutes les industries ferment en Europe, en Belgique, en France, en Allemagne. Nous sommes d'accord. Est-ce que vous ne voulez pas protéger ces travailleurs? Cela n'a rien à voir avec le pacte vert. J'étais en réunion avec les industriels automobiles de ma région à Laval il y a quelques jours. Leur chute de marché date de la crise de la Covid et de la guerre en Ukraine. Et leur cause principale de difficulté, c'est la concurrence chinoise. C'est la concurrence chinoise. Ce n'est pas le pacte vert. Ce n'est pas le pacte vert. Donc, au nom des travailleurs, vous instrumentalisez. De celle que nous avons. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Les conséquences du pacte vert, les conséquences du libéralisme et de la concurrence déloyale. Alors, quand vous parlez du libéralisme, vous parlez bien sûr aussi de ce fameux accord de libre-échange UE-Mercosur, signé par Ursula von der Leyen début décembre, mais la France s'y oppose. Alors là, toute la classe politique française s'y oppose parce que le président Macron a dit que rien ne prouve que cet accord, dont on ne connaît pas bien les détails encore, respecte nos objectifs climatiques fixés ensemble. Donc, est-ce que vous estimez que là, avec ce Mercosur, la Commission fait primer notre croissance industrielle et notre capacité d'exportation d'ailleurs sur l'écologie? Mais ce modèle du libre-échange, il est totalement dépassé. Il n'y a plus que les Européens qui le défendent. La Chine protège son marché, l'Inde protège son marché, les États-Unis protègent leur marché. Et donc moi, je veux bien commercer avec des agriculteurs brésiliens qui produisent du soja bio et qui gagnent bien leur vie avec cela. Je refuse de commercer avec des agriculteurs brésiliens qui détruisent les forêts et qui exploitent les agriculteurs. Est-ce que cet accord signé par Ursula von der Leyen fait primer notre croissance, nos exportations sur nos ambitions écologiques? On devra voir les détails de cet accord qu'on ne connaît pas. Mais pour l'instant, notre gouvernement a dit que nous n'allons pas signer cet accord si on n'a pas des protections pour nos agriculteurs. Ça, c'est bien clair. Et moi, j'espère, je suis sûre qu'au sein de PPE, on va trouver un compromis, un accord, une médiation pour protéger nos agriculteurs. Vous voyez que ça sera le prochain grand débat, évidemment, ici au Parlement européen, qui va continuer à se jouer, je pense, en 2025. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Et très bonne suite des programmes sur nos antennes.